Bonsoir tout le monde, bienvenue encore une autre fois à notre émission Retro News Algérie, donc du 8 août 2025. Comme d'habitude, chaque vendredi à 16 h, on discute, on traite d'actualité et on essaie de décrypter les points marquants. Donc, comme vous l'avez tous observé, le bateau d'El Mouradia prend de l'eau et semble en prendre davantage à chaque vague qui s'abat sur lui. Alors, comment le pouvoir d'Alger s'en sortira de ce bouillon politico-médiatique avec la France et de cette ébullition sociale dont il sait qu'elle raccourcit de plus en plus sa longévité? Ce climat d'instabilité et de fortes controverses qui fragilise l'assise du pouvoir de Tebboune peut conduire soit à une transition démocratique salvatrice de l'État et de la nation, ou pousser le pays dans l'œil de la tornade, à cause bien sûr de l'entêtement des tenants du pouvoir à sauver le système au détriment de la nation. Il est très perceptible que la jeunesse algérienne devienne de plus en plus exigeante, intransigeante et impatiente de participer réellement à amorcer le processus de construction de son avenir, bien sûr, loin des manipulations auxquelles elle a été habituée, puisque l'incompétence qui règne au sommet de l'État brouille toutes les perspectives. Cette jeunesse qui a investi massivement les réseaux sociaux ces derniers temps, dont on trouve les sujets qui occupent une place majoritaire, c'est comment se débarrasser de ce pouvoir enseveli dans ses mensonges sans que ça ne soit récupéré ni par l'Occident ni par l'Orient. Cette jeunesse se soucie comment opérer le changement, et c'est un changement qui va servir uniquement le peuple algérien sans qu'il soit récupéré ni vu comme une récupération de la France ou de l'Orient ou d'un quelconque pays ou force. Cette jeunesse mérite respect et confiance parce qu'elle est dynamique et déterminée à en découdre avec les forces d'inertie logées au sein du pouvoir et une partie de l'opposition qui croit que le règlement à la crise politique interne est consubstantiel à la chute de l'impérialisme occidental. À entendre les Algériennes et les Algériens parler de leur avenir et de l'avenir de leur chère patrie, ils sont majoritaires à croire que la crise a trop duré. Elle a détruit la société. Elle n'est pas dépassable avec le système de gouvernance actuel. Ces derniers temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Le peuple algérien montre des signes de sa disponibilité à répondre aux appels d'une élite visible, organisée et unie pour éviter que le doute et la méfiance de la manipulation retardent le déclenchement du processus de changement. Donc, l'actualité, elle est riche. Avec notre ami Youssef Razzoug, journaliste ancien de matin. Bonjour Youssef. Il va nous présenter l'actualité, le résumé de l'actualité de la semaine avec les points marquants qu'on va se mettre à débat. Nous avons comme d'habitude avec nous notre ami Mohamed Bakir, militant et chroniqueur. Donc, on va débattre de ces points marquants. Et nous avons, comme d'habitude, à chaque vendredi, un invité différent. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Asdine Toumi, militant politique, très actif, connu sur la scène. Il va participer au décryptage de l'actualité, donc des points marquants. Sans tarder, je passe la parole à notre ami Youssef Razzoug pour le premier point. Mes amis, Kamel, c'est le fait, un des faits les plus importants qui a marqué l'actualité, et celui relatif à l'appel à sortir ou à une marche le 8 août aujourd'hui. Ce n'est pas l'appel lui-même, ce n'est pas l'appel lui-même qui constitue un fait
d'actualité important. Mais c'est plutôt la réaction du régime. Et c'est lui, le régime, ce fait, il aurait pu passer inaperçu, parce qu'il était l'émanation de quelques individus anonymes, qui ne sont pas connus, etc. Donc, c'est le régime qui a amplifié, relayé ce fait, cet appel, en mobilisant toute synergie, ces Baltaguia, tout le monde, les amis. Même il est allé chercher dans les mosquées pour ramener les salafistes Mdakhliya pour justifier le Wali al-Amr, tout en reconnaissant que la situation est difficile, mais en demandant au peuple d'accepter l'état de fait de la situation. En même temps, le régime a mobilisé un arsenal policier. Donc, ils ont arrêté des gens avant-hier, etc. Certains étaient conduits au commissariat, surtout parmi les anciens harakistes et d'anciens détenus, leur ont obligé de signer un engagement pour ne pas s'impliquer, ce qui est appelé la marche du 8 août. Et jusqu'à maintenant, Hassan Awadi d'Annaba, ancien détenu qui avait 4 ans de prison, il est toujours retenu en garde à vue à Annaba. Il a été arrêté devant chez lui et sa maison a été perquisitionnée. Donc, cette armada qui a été mobilisée, et aujourd'hui, on a eu l'image d'Alger, les rues d'Alger vides, presque cerné Alger, tous les ronds-points pleins de véhicules de police, de blindés, etc., et partout en filtrant aussi ceux qui rentrent sur Alger. Et de l'autre côté, on voit les forêts, les relais du régime, parmi certains journalistes, parmi aussi d'autres, la clientèle, etc., et certains patriotes, donc, qui criaient victoire. Je ne sais pas où il est la victoire dans ça. Parce que c'est dans chaque appel, on tremble, le régime tremble, et toute l'Algérie tremble. C'est un appel sur les réseaux sociaux, c'est le branle-bas de combat du régime. Ça pose de questions, cette question. Ça démontre la vulnérabilité de ce régime. En même temps, ça démontre aussi que réellement, il y a des problèmes énormes. La société vit des conditions économiques et sociales terribles, catastrophiques. Donc, et jusqu'à quand on continue de réagir comme ça, c'est-à-dire le régime réagit comme ça par rapport. Il y aura d'autres appels. Il y aura, on a vu aussi pendant le hashtag Manisharadi, il était c'est vrai, l'élimination de quelques hiératistes, etc. Même Tebboune en a parlé dans un discours. Et ce qui est grave, c'est ça. Mais tant que le régime continue à réprimer, tant qu'il y a absence, c'est-à-dire anéantissement de tous les corps intermédiaires, ni syndicats, ni associations, ni partis politiques, je crois que le régime nous conduit vers l'implosion, parce qu'il y aura un jour qu'il n'y aura ni appel, ni rien du tout, ça va exploser. C'est ça, je crois, c'est le seul. S'il n'y a pas une sérieux extra d'une manière, on ira directement, le régime nous conduira à l'implosion. Merci Youssef pour le premier point. C'est vrai que ce point-là de l'appel en marche le 8 août, donc vendredi 8 août 2025, il a pris de la place sur les réseaux sociaux et les gens se posent des questions. Qui a appelé et comment sortir, pour quelles raisons sortir en dehors? Si les gens ils sont un peu brouillés, si sortir pour marcher pour Gaza ou sortir pour décrier la situation catastrophique que nous impose le pouvoir actuel. Je passerai la parole à notre ami Azdine Toumé, qui est en Algérie, donc militant.
sur le terrain, qui commente l'actualité sur plusieurs médias. Il va nous dire comment il a vécu la journée du 8. Est-ce qu'il a compris qui a appelé? Oui, est-ce qu'il a compris qui a appelé, qui est derrière l'appel, pourquoi les gens ne sont pas sortis marcher? D'abord, salutations pour toi, Kamel, pour les autres, le chroniqueur et notre ami Mohamed et Rzouk. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Après, vous savez, quelle belle occasion pour les manipulateurs de voir aujourd'hui une sortie avortée sur le terrain. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait peut-être quelques personnes par honnêteté, donc sortir dans la rue et se retrouver face à des milliers de policiers. Donc, ça aurait été une occasion ratée. Parce que, vous savez, dans la dernière réponse qui a été adressée aux partis politiques qui avaient demandé une autorisation de marcher pour soutenir nos frères gazaouis, d'ailleurs, cette demande d'autorisation qui n'aurait pas dû être faite, formulée de cette manière-là, parce que la Constitution stipule dans son article 52 que les partis politiques, ils n'ont qu'à informer l'administration de la tenue de la marche. Donc, il y avait un jeu d'hypocrisie entre ces partis-là et le pouvoir. Mais ces partis-là, ils voulaient en quelque sorte sauver leur face pour dire, voilà, on a la volonté de marcher, de soutenir nos frères palestiniens, mais hélas, les autorités nous ont refusé l'autorisation. De l'autre côté, le pouvoir, c'est une occasion pour faire rappeler à tout le monde que la rue est une ligne rouge. Que manifester désormais dans la rue, pas désormais d'ailleurs depuis des années, notamment à Alger, est interdit. Rappelons que le Hirak avait cassé cette interdiction qui a été instaurée depuis 2001. Donc, il y avait cette culture qui est revenue d'occuper la rue. Et après le Covid, quand le Hirak a été suspendu, moi, je me souviens, chaque vendredi, je faisais des tours à Alger. Il y avait le même dispositif sécuritaire. Il n'avait pas bougé. Chaque vendredi, donc tous les points d'Alger, les entrées de la capitale, puis les quartiers d'Alger, il y avait le même dispositif. Donc le pouvoir avait l'intention de garder ce dispositif pour interdire tout retour. Donc même aujourd'hui, ils ont les plans et il suffit d'activer ce plan, ce dispositif pour parier contre quelconque manifestation. Maintenant, ce qui les dérange, c'est pas une manifestation pour soutenir Gaza ou autre. Tout simplement, ils ont peur du peuple et ils ont peur du retour des manifestations parce que le retour du Hirak, donc le Hirak, il y avait le Hirak, il y aura autre chose après, on l'appellera autrement quand le peuple décidera de le faire. Mais aujourd'hui, le peuple avait apporté la preuve qu'il n'est pas sujet à une quelconque manipulation. Ce n'est pas des appels anonymes comme ça, diffus et diffusés sur les réseaux sociaux, donc que les citoyens vont sortir dans la rue. Donc, moi, j'étais impressionné par l'intelligence collective et cette conscience collective qui a été intensifiée par le Hirak. Donc, il y a cette prise de conscience générale. Et si les gens ne sont pas sortis aujourd'hui dans la rue, ce n'est pas une victoire pour le régime. Cette histoire de Jazair Jadida n'a convaincu personne. Les Algériens aujourd'hui, ils ne croient qu'à leur quotidien, ils ne croient plus à cette propagande qui est en décalage à des années-lumière de la réalité que vit le citoyen. Donc, il y a l'Algérie de l'ENTV et des chaînes privées de la presse du pouvoir et l'Algérie dans laquelle vivent les Algériens au quotidien. Il y a des années-lumière de différence. Donc, aujourd'hui, ni le discours
propagandistes mensongers des responsables, ni la propagande sur les moyens de télécommunication nous pourrons convaincre les Algériens de cette illusion, de ce mensonge qui est l'Algérie nouvelle. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un acte intelligent de la part de la population et le jour où les choses toutes les conditions seront réunies, je pense que le peuple algérien, il saura encore une fois intervenir pour sauver l'Algérie, parce que vraiment, si on continue comme ça dans cette politique désastreuse qui a été menée par ce régime depuis 2019, ce mélange de médiocrité et de propagande et de populisme à outrance ne pourra qu'aboutir à une cassure quelque part. Peut-être on reviendra sur ces questions-là plus tard. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de victoire pour le peuple algérien qui est resté digne et resté pacifique sans se lancer dans des aventures en répondant à des appels anonymes. Moi, je pense qu'il y a une volonté de manipulation derrière qui n'a pas abouti. Merci Asdine pour votre lecture sur cet événement, cet appel à la sortie. Juste que vous avez signalé que durant votre intervention, que l'article 52 de la Constitution de 2020 consacre la liberté d'expression qui garantit la liberté de réunion, de manifestation pacifique qui sont garanties et s'exercent sur simple déclaration. Mais l'os que le système met dans la Constitution pour toujours casser cette volonté d'ouverture, elle la casse par cette expression qu'on retrouve partout. La loi fixe les conditions et les modalités d'exercice. Voilà, c'est la loi qui est élaborée, qui est carrément anticonstitutionnelle, qui va à l'encontre des libertés consacrées dans la Constitution. Donc la Constitution vous dit que vous avez le droit d'exercer votre droit de manifester sur simple déclaration. Mais la loi organique qui va être votée, préparée par l'exécutif, votée par un parlement fantoche, 1989. Loi de 1989. Donc à ce niveau-là, réellement les partis politiques, quels que soient les associations, n'ont aucun droit, aucune liberté d'organiser une simple manifestation par simple déclaration, mais plutôt ils sont dépendants de l'avis de l'administration qui se base sur une loi qui peut être anticonstitutionnelle. Mohamed, vas-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Vas-y, Yazdi. Moi, autant que j'étais déçu et contre les interdictions, quel que soit le parti politique qui avait émis sa volonté de manifester, je suis contre ces interdictions. Et autant, je n'étais pas étonné, comme vous l'avez dit, les textes, il y en a, la Constitution, il y en a. Et moi, je n'ai pas été étonné que le pouvoir n'a pas respecté la Constitution, parce qu'il n'y a pas que l'article 52 qui n'a pas été respecté. Le régime, quand ça l'arrange, il piétine toutes les lois, tous les articles de la Constitution, depuis l'article 1 jusqu'à son dernier article. Et quand ça l'arrange aussi, quand il s'agit d'emprisonner des militants, des hommes politiques, des opposants, etc. Donc, il prend des articles, il vous dit, voilà la loi, il parle au nom de la loi, etc. Donc ça démontre encore une fois que dans notre pays, c'est un pays qui n'est pas géré par des lois écrites, mais par des lois dictées par des appels téléphoniques qui viennent d'en haut, où tout est instrumentalisé, notamment la justice, les services de sécurité, etc. Donc les textes là, on a tellement de textes que quand les lisons, il y a toutes les libertés sont garanties, etc. Mais pour celui qui exerce de la politique et du militantisme dans le pays, il sait très bien que ce n'est pas ces lois qui sont appliquées, mais c'est des ordres qui viennent d'en haut. J'ai la Constitution entre mes mains. Vous allez voyager dans tous les articles qui consacrent les libertés. Le début est beau.
toutes les libertés sont là, à titre déclaratif. Mais il vient toujours au-dessous. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de la création d'associations, de manifestations, de liberté d'expression. C'est toujours des lois liberticides qui viennent contredire la Constitution. Alors que la solution en Algérie, si on enlève juste cette phrase, le pouvoir il va se retrouver dans la misère à justifier ses actes. Mais maintenant, il s'est donné un texte, une phrase dans la Constitution pour justifier toutes les déviations, toutes les dérives, toutes les violations. On laisse la parole à Mohamed Bakir pour nous décrypter la situation et nous donner son avis. Ton micro. Il est actif. C'est bon, non? C'est bon. Non, je disais que l'essentiel a été dit. Ce qui est certain, c'est que l'appel qui a été lancé, c'est un appel sur les réseaux sociaux. Ça peut être une personne, ça peut être quelques personnes, ou ça peut être bien autre chose, mais c'est pas ça l'important. L'important, comme Youssef l'a dit, c'est l'impact que ça a eu sur la région, ses appareils. Et toutes les informations disponibles disent qu'il y a eu une mobilisation de l'armada policière, des gendarmes, des policiers, et ce qui démontre que le système est habité par la peur, par une très grande peur. Et je pense qu'il a raison d'être habité par la peur parce qu'il y a une certitude, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir la deuxième vague du Hirak. Elle est inéluctable. Le régime ne s'émeut pas du fait que 80% ou 90% de l'électorat ne participe pas à des élections. Il n'est pas inquiet du fait que tous les espaces d'expression sont fermés, qu'il n'y a quasiment plus de médias nationaux dignes de ce nom, que la société soit quasiment dans un état de léthargie, que le seul échappatoire, ce soit la harga. Mais par contre, dès qu'il y a un petit jeune sur TikTok ou sur Facebook qui dit allez, telle date on sort, c'est la panique. Il est certain qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une déferlante qui ne sera pas comme le Hirak, probablement elle ne sera pas comme le Hirak, elle sera plus déterminante, plus déterminée et plus déterminante. Et c'est une déferlante qui, je l'espère et je le pense, va régler la situation en quelques jours. C'est un mouvement qui va régler la situation en quelques jours. Ah. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que la question de l'absence de réponse à cette manifestation, est-ce que ça veut dire que le peuple il a peur, il affiche une méfiance envers cet appel? Est-ce que les conditions ne sont pas prêtes pour une manifestation, vu la situation catastrophique sur le plan économique et social? On voit les réseaux sociaux, on voit la réalité sur le terrain. En Algérie, les gens souffrent, ils ne veulent plus de ce système. On voit que l'argent est bradé, 1 milliard par-ci, 200 millions par-là, 300 millions par-là, alors que le peuple, il souffre. Juste à titre d'exemple, des Algériens qui cherchent des soins en Turquie, en Espagne, ils font des quêtes. Ils ont de la misère à ramasser de l'argent. C'est des sommes de 20 000 euros, de 20 000 dollars. Alors, combien de 20 000 euros il y a dans 1 milliard, dans 300 millions, dans 200 millions? Combien d'Algériens on peut soigner? Combien d'hôpitaux on peut équiper avec cet argent-là? Est-ce que l'Algérie n'a pas besoin d'utiliser cet argent pour... Le citoyen se pose toutes ces questions, il observe. Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne sort pas pour marcher? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème, que l'appel n'est pas crédible, il y a une méfiance, il a peur de manipulation? Et jusqu'à quand il va avoir peur de la manipulation pour ne rien faire? Parce que maintenant, si à chaque fois on a peur d'un appel, on ne bouge pas, qui va appeler? Et quand est-ce qu'on va faire confiance à un appel? C'est ça la question. Allez, Mohamed ou Youssef ou Oui.
Non, je crois il y a cette méfiance. En même temps, il y a peut-être une grande conscience. Ça veut dire que les gens s'inscrivent dans une action déterminée, des mots d'ordre, etc., clairs. C'est pas abattre le système, malgré que l'appel lui-même, voilà, il a été, le régime lui a donné toutes, ça veut dire les origines. Ils disent les Marocains, les Français, les Israéliens, les Émiratis, tous, ils étaient derrière cet appel. En vérité, s'il y avait les Émirats derrière ou les Israël, sûrement les gens répondent à l'appel, c'est-à-dire ils mettent les moyens, ils permettent même pas aux nervis du régime, voilà, de réagir et de riposter. Donc, parce qu'ils ont les moyens, soit sur les réseaux sociaux, etc. Il y a, comme il disait, le régime, il est conscient que la situation n'est pas bien, que les conditions sont réunies pour une explosion. Et du côté de la population, c'est vrai, ils attendent. Il y a une attente, je sais, une attente d'une mobilisation, il y a une attente. Aussi, il faut, pour cela, il faut le mot d'ordre juste et le moment exact. C'est ça, pour appeler à une telle action. Et surtout, le régime, il tremble, il est prêt de panique, etc., à ces conditions. Je ne sais pas de quoi il en tire fierté de voir la capitale vide. Je ne sais pas. C'est une source beaucoup plus d'inquiétude. Et même, quelles que soient les lois, ça veut dire d'interdiction, etc., il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait Saddam ou Bachar ou Kadhafi. Et c'était interdit, les gens n'ont pas attendu des autorisations, etc. On voit leur fin. Et le régime nous conduit vers une situation comme ça. Ça veut dire il tue toute alternative au régime, il ne permet pas un débat démocratique, il n'y a pas, parce que ça, et la frustration monte dans la société, de ne même pas pouvoir s'exprimer même sur la question internationale, comme il disait Azdin, même sur la question Gaza, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. On a entendu de tout. J'ai entendu un chef de parti qui a appelé l'un des organisateurs, il justifie l'interdiction. C'est comme si Tebboune il a la procuration de s'exprimer la solidarité au nom du peuple. C'est pas la peine, eux, que le peuple sort. Et ce qui est grave, c'est où nous sommes, et ça démontre aussi, ça obéit à la même logique de voir la rue vide, Alger vide, et cette revendication, le régime se revendiquait d'avoir la procuration de parler au nom du peuple, le peuple n'a pas le droit d'exprimer sa solidarité, ça obéit à la même logique, ça veut dire des gens qui veulent gouverner sans le peuple. On gouverne sans le peuple, on a la procuration et d'ici, d'ailleurs, on ne demande ni l'avis du peuple, etc. Ces partis sont des faire-valoir seulement, et l'obéissent, et l'obéissent. D'ailleurs, ils étaient 14 à demander, à la fin, ils sont arrivés 12. Qu'on l'a refusé, en même temps, on leur a refusé en évoquant un article de loi de 1989 où la loi n'est jamais au-dessus, elle ne peut pas, elle organise, elle ne peut pas être au-dessus d'un principe de la Constitution. Ça veut dire que la gravité, mais on n'est pas, ces partis n'ont pas arrivé à ce débat, c'est-à-dire la soumission à un régime dictatorial et selon sa logique, il peut continuer comme ça jusqu'à nous conduire à une implosion, parce que les impasses, on est en train de reproduire les impasses, impasse sur impasse. Soi-disant que le pouvoir a repris la main, c'est ça le discours du pouvoir. Il dit qu'il a repris la main, qu'il a la situation en main, qu'il est en train d'engranger des réalisations, etc. Alors qu'avec un hashtag ou avec
une simple communication sur les réseaux sociaux, il est obligé de sortir des bataillons et des bataillons pour s'assurer le contrôle de la rue. Donc, c'est la preuve qu'il n'a absolument rien repris en main. C'est la preuve de son isolement. Parce que lorsqu'on est en symbiose avec son peuple, d'abord, il y a une vie de cité qui est réelle, et il y a des espaces d'expression, des espaces de débat, des espaces de création, et les manifestations, ça fait partie de l'expression démocratique. Donc, on n'a pas à avoir peur des un Le 5 juillet, on se souvient, le syndicat des cheminots avait un préavis de grève. Le secrétaire général du syndicat est en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace qui échappe à la régulation autoritaire. Oui, mais est-ce que ça veut dire, Asdin, est-ce que ça veut dire que le peuple, est-ce que le peuple, il attend un visage Le peuple Kamal, c'est un corps social. Et un corps social, c'est complexe. Ce qui veut dire que c'est pas la réaction d'un individu, c'est la réaction d'un groupe social. Le groupe social, il agit en tant que tel avec un certain nombre de conditions lorsqu'elles sont réunies. Le jour où le peuple ou les Algériens se mettront en mouvement, ce n'est pas le déploiement des CNS, ce n'est pas le déploiement des unités de gendarmerie qui va le bloquer. D'ailleurs, on l'a vu dès le Hirak. Dès le Hirak, qu'est-ce qui se passait, notamment à Alger? Le matin, dispositif policier pléthorique pour contrôler le central d'Alger, pour contrôler la Grande Poste. 11 heures, équilibre des forces. 13 heures, les unités de maintien de l'ordre, elles se retiraient. Donc demain, lorsque les gens vont réinvestir la rue, et c'est un moment qui va venir, c'est inéluctable. Hein, c'est inéluctable. Lorsque les citoyens vont réinvestir la rue, ils pourront sortir tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas maîtriser la situation. Oui, Mohamed, oui, c'est vrai. Asdin, la question que j'aimerais bien te poser, c'est que le 22 février, le peuple, il ne savait pas d'où venait l'appel, mais il y avait une atmosphère et des conditions favorables pour que les gens sortent avec hésitation au début, mais après, ça a marché, les gens, ils ont pris confiance, ils ont marché. Mais après le débat a montré que finalement l'appel, jusqu'à maintenant, on cherche à savoir qui a appelé le 22. Les gens se posent des questions, est-ce qu'on n'a pas été manipulé, est-ce qu'on n'a pas... Donc, toutes sortes de scénarios étaient imaginés après la marche du 22 jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est ça qui fragilise le peuple à sortir, ou bien il attend une organisation avec des figures pour avoir la confiance? Et est-ce que le peuple il est disponible à écouter une élite organisée, un groupe qui va, c'est-à-dire représenter une force d'opposition et appeler le peuple à sortir? Est-ce qu'on n'est pas dans ce scénario? Oui, il y a une partie de ça. Il faut que les appels viennent des personnes crédibles auxquelles le peuple il fait confiance. Ces personnes-là, ça peut être des hommes politiques, des militants ou des chefs de partis, etc., qui sont crédibles, qui ont un parcours militant dans le Hirak avant ou après, peu importe. Mais en tout cas, auquel le peuple fait confiance. Donc, d'abord, il n'y a pas aucune personnalité qui est connue, du moins, depuis le Hirak, n'a émis ce genre d'appel. Et la deuxième des choses, vous savez, le contexte actuel, il y a un climat. D'abord, il faut revenir à 2019. Dès lors que le Hirak était dans la rue, le pouvoir a immédiatement engagé un plan de répression qui n'était pas au début violent, parce que la violence, souvenons-nous, même Bourga'a, quand ils ont commencé par l'arrestation de Bourga'a, ils l'ont traité d'imposteur, etc. Donc, il y a différentes formes de violence. Et ce plan qui traitait le Hirak comme étant un problème sécuritaire. D'abord, c'est un problème.
il voyait le Hirak comme étant une crise sécuritaire qu'il fallait régler. Le peuple, il occupe les rues. Le pouvoir, à aucun moment, avait vu le Hirak comme étant un mouvement citoyen qui revendique des revendications politiques de changement, d'instauration de démocratie, des droits humains, etc. Donc, ce plan sécuritaire, il est valable jusqu'à aujourd'hui. Même si les personnes ont changé, le chef d'état-major est parti, il y a un autre qui est arrivé après, etc. Mais ils ont gardé le même plan. Au même temps, ils ont mis sur la table plusieurs lois, notamment les réformes sur le code pénal, etc. Et jusqu'au dernier, qui est la loi sur la mobilisation générale. Tout ça, c'est pour verrouiller, c'est pour contrôler, c'est pour mettre toute la société, toutes les institutions sous l'ordre des services de sécurité et de la présidence. Donc, on est dans ce schéma-là. Aujourd'hui, le peuple, il ressent cette pression par la présence des éléments de la sécurité. Il y a des arrestations. On a vu quelqu'un qui filme un mouton de la Roumanie, donc mort en longue prison, celui qui filme une route qui est mal faite en longue prison, etc. Donc, il y a ce verrouillage extraordinaire et inédit qui restreint fortement les libertés et le champ d'action des hommes politiques ou des associations et des syndicats, comme votre collègue l'a dit, et puis le simple citoyen qui est incapable aujourd'hui de s'exprimer sur les réseaux et d'émettre n'importe quelle revendication ou critique envers le pouvoir. Donc, dans ce contexte, c'est vrai. Et puis, il y a des déçus aussi. Vous savez, moi, je connais des gens qui avaient un grand espoir dans le Hirak. Mais pour nous, pour les militants aguerris qui connaissent le terrain, etc., ils savent comment évaluer les résultats du Hirak, qui sont cette prise de conscience, qui sont ce déséquilibre du régime. Comme l'a dit Mohamed, le pouvoir, il a toujours peur. D'où vient cette peur aujourd'hui? Le Hirak était le cauchemar de ce régime. Ça l'a déstabilisé d'une manière très forte et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à retrouver ses équilibres. Donc, la seule solution pour lui, c'était de verrouiller, de maintenir ce dispositif sécuritaire sur la société algérienne. Et toutes les lois qu'il est en train de mettre en avant, de promulguer, elles sont dans ce sens-là. Parce que c'est ce qui fait que le régime est complètement isolé à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, même s'il veut mobiliser une certaine classe politique qui était même le RND, le FLN, etc., même ceux-là, ils ont complètement perdu leur efficacité dans cette quantité, un appareil ou un outil de manipulation, notamment dans la société pour au moins faire réussir à un degré ce show qui est Maharajan, ce festival qui sont les élections, le jour des élections, en essayant de créer des images devant les bureaux de vote. Donc ce contexte-là, c'est vrai que la population aujourd'hui, elle ne veut pas aller à l'affrontement. Avec tout ce système de ce dispositif qui est mis en place, il est difficile aujourd'hui d'aller, de garantir et de garder le pacifisme de la chose, parce que le régime, il ne se pose aucune limite. Il l'a prouvé en emprisonnant des journalistes, des avocats, il n'a aucune limite dans sa logique de répression. C'est une question de survie pour lui. Un retour de manifestation dans la rue signifierait automatiquement la fin de ce régime. Et oui, c'est vrai qu'Azdine, le pouvoir, il a peur. Ça, c'est clair, ça, c'est palpable, ça se voit. Un simple hashtag, il a déstabilisé. Un simple appel du 8, il a mobilisé tous ses sbires, ça, c'est clair. Le pouvoir, il a peur. Pourquoi? Parce que il n'est même pas dans la statue, dans la posture d'avant février 2019, parce que avant
l'État était debout, les structures d'État étaient debout, et il avait la force. Maintenant, il n'a plus la force, il est fragile. Une simple secousse va le balayer. Mais le problème qui se pose, regardez bien le tableau, comment il est fait. Le changement, tout le monde veut le changement. Mais personne ne fait confiance à personne. On ne fait pas confiance aux appels anonymes. On ne fait pas confiance aux gens qui appellent directement, des appels. Les appels organisés, assumés, n'existent pas. Quand est-ce qu'on va aboutir à un appel structuré, organisé, représenté par des figures, par des organisations, pour arriver à faire sortir le peuple? Et le pouvoir, il ne dort pas sur ses deux oreilles. Il active à travers sa propagande pour dire que la revendication du changement est une œuvre de la France, des sionistes, des Marocains et tout ça. Donc le pouvoir, il fait tout pour se protéger. La peur dans la société, elle est là. Elle est méfiante envers le pouvoir, elle est méfiante envers les appels anonymes. Et les appels structurés d'une organisation de l'opposition n'existent pas. Quand est-ce qu'on va aboutir à ça? Et qu'est-ce qui nous manque pour arriver à cela? Vous savez, ce n'est pas le même contexte. Si on compare comment le protocole, comment le mode opératoire, disons, comment le Hirak était sorti dans la rue le 22 février 2019, ce n'est pas forcément s'il y aurait un autre mouvement, et il ne serait pas de la même manière. Il y aura un autre mode opératoire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette dynamique, d'abord à l'intérieur du pays, tout cet échec que le pouvoir est en train d'accuser à tous les niveaux. Il n'arrive pas à trouver les solutions. Donc, le peuple algérien attend toujours le changement. Le peuple algérien tient toujours à sa volonté d'aller vers le changement. Il n'a pas abandonné l'idée du changement. On le sent en discutant avec les gens, dans les cafés, dans les débats en dehors des médias, etc. La population, elle attend encore ce changement. Et puis, il y a cette dynamique internationale, ces changements géopolitiques. Si le pouvoir, il essaie toujours d'utiliser la carte d'Israël, de la France, du Makhzen, etc., peut-être indirectement, parce que c'est ça, le contexte international, soit on est acteur et on est maître de notre destin, c'est-à-dire avoir une diplomatie à la hauteur qui peut prévoir les caps et prévoir les politiques différentes de nos voisins directs et indirects, et puis des puissances du monde. Donc, c'est être à la hauteur et être maître de son destin, ou subir complètement ces changements et devenir un pays qui peut être victime de n'importe quoi, qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, dans ce contexte-là, qu'il pourrait y avoir un changement, parce que le peuple algérien ne pourra jamais laisser son pays comme ça être bradé qui donné comme ça sur la scène internationale pour des puissances étrangères. Donc, moi, je pense que dans ce contexte-là, le peuple algérien, il saura défendre son pays, il saura comment sauver son pays. Parce qu'en 2019, peut-être le contexte, il est un petit peu, le pouvoir est arrivé à bout. Donc, c'était la crise du régime. Il n'arrivait pas à trouver un autre président après Bouteflika. Il n'arrive pas à se régénérer, à trouver des solutions, à rebondir. Donc, il est arrivé à bout de ses forces. Le peuple, donc, est sorti pour sauver ce qui reste de l'Algérie. Là, c'est la même chose. Ce régime, il arrive au bout. La bataille de l'après-Tebboune, il est en train d'être menée d'abord depuis déjà avant les élections de 7 septembre. Cette bataille à sa succession, elle a commencé. Donc, cette dynamique, forcément, elle va offrir une opportunité au peuple algérien d'imposer un changement.
Après, le rapport de force dans la rue, c'est pas en faisant peur à la population qu'on peut se garantir, on peut avoir la garantie que le peuple ne sortira pas dans la rue. Parce que la peur n'a jamais été un frein ou un système indéfini dans le temps, de freinage indéfini dans le temps. Même en 2019, il y avait de la peur. À l'époque, il disait on a le contrôle. Il a défié le peuple. Il disait on a le contrôle de la rue. C'est presque la même chose, à peu près. Donc le régime, il a tout misé sur la peur. Il a tout misé sur le verrouillage avec des textes de loi, etc., avec de la violence, de la répression, des emprisonnements, des ISTN, etc. Il croit avoir la garantie que le peuple ne sortira pas. Moi, je pense que c'est une erreur de sa part. Il fallait se concentrer sur les revendications du Hirak, aller vers le changement, aller vers l'ouverture, impliquer toutes les composantes du peuple algérien dans la réflexion pour pouvoir trouver des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez tout le discours qui est en train d'être vendu au peuple algérien par la propagande du pouvoir, c'est un discours mensongère qui n'arrive pas à convaincre les Algériens. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions, ni dans l'industrie, ni dans l'agriculture, ni même la visite du chef de l'État dans d'autres pays. Il reçoit des Américains, des chefs d'entreprise américains, il reçoit des diplomates de différentes nations. Mais au final, on est toujours un pays exportateur de gaz et de pétrole et importateur de pratiquement tout. Donc voilà, c'est ça la réalité. On dépend toujours des hydrocarbures. Et ce qui est triste, c'est que ce régime, il a lié son avenir à celui du pays. Et il l'a toujours fait. D'abord, avant, il le faisait pour ses voisins de l'autre côté de la Méditerranée. C'est comme s'il leur disait, soit vous nous soutenez, on est au pouvoir, on vous garantit vos intérêts, mais si demain on part, ça va être le chaos, ça va être la guerre civile et vous allez vous-même payer le prix. Donc, il est toujours dans cette logique-là. Maintenant, il l'utilise même à l'intérieur. Si nous partons, ça va être le Makhzen ça va être Israël, ça va être le truc, etc. Donc, pour faire peur aux gens, du chantage, et ce qui l'intéresse, le régime, ce qui l'intéresse au final, c'est comment se maintenir et garder les privilèges, leurs affaires, leurs intérêts, parce que si l'avenir du pays les intéresse à un moment ou à un autre, ils n'auraient pas tourné le dos au Hirak des millions d'Algériens, ils n'auraient pas emprisonné des militants et des hommes politiques. Et le résultat, il est là. Aujourd'hui, l'Algérie est citée sur des plateaux de télévision de plusieurs pays dans le monde, dans les violations des droits de l'homme. On emprisonne encore les écrivains, on emprisonne les journalistes, on poursuit en justice des avocats, des militants. Il y a des militants qui sont depuis 2 ans, plus de 2 ans sous contrôle judiciaire. Karim Tabouil signe chaque lundi dans une caserne des services de sécurité depuis plus de 24 mois. Il n'a pas été entendu par il a été entendu par le juge d'instruction une fois. Non, vous savez, donc c'est ce chantage judiciaire qui est en train d'être exercé sur les militants et sur les opposants. La vie politique, elle est inexistante dans le pays. Il n'y a plus de débat. Et les questions les plus importantes pour l'avenir de notre pays n'ont jamais été débattues. Des questions relatives à la question sahraoui, à la mobilisation générale. Ce genre de sujets doivent être débattus d'une manière transparente et profonde dans les médias, par des spécialistes, par des universitaires, par des gens qui peuvent apporter de la contradiction au débat. Ce n'est pas les débats qui sont sur les plateaux de télévision à sens unique. Il est clair que le système il est fermé. Il est fermé pour des raisons de son existence. Mohamed, on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, surtout, on voit les jeunes qui réfléchissent, qui débattent comment aller
vers le retour de la manifestation anti-pouvoir de manière pacifique pour sauver l'Algérie de ce qui reste à sauver de ce système-là, entre les mains de ce système, ils débattent comment est-ce que leur processus révolutionnaire ne soit pas récupéré ni par la France, ni par l'Orient, ni par les frères musulmans de la Turquie. Il y a un souci, justement, parce que le pouvoir a instillé cette propagande que le changement en Algérie va travailler les intérêts des ennemis de l'Algérie. Mais cette jeunesse, elle est consciente, elle est en train de réfléchir, nous l'avons vu dans les débats sur les réseaux sociaux. Alors, pour enrichir ce débat-là, comment prémunir cette révolution, si elle revient, ce processus de Hirak, si elle continue, comment la prémunir de la récupération extérieure? D'abord, il faut se demander qui est-ce qui est vecteur d'intervention extérieure. Qui est-ce qui est vecteur de possibles interventions de puissances étrangères? Ce n'est pas les jeunes. Ce n'est pas les jeunes qui sont vecteurs de ça. Les jeunes, ils posent leurs problèmes, ils veulent être dans leur pays, ils veulent avoir des perspectives, ils veulent pouvoir se réaliser dans leur pays. Mais la partie qui induit une intervention étrangère, c'est le pouvoir. Où Yahya, il avait déclaré qu'il avait reçu des lingots qui venaient du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on voit bien que des hommes politiques de premier plan du régime, ils sont imposés par les Turcs. Tout le débat avec la France, il tourne autour des passe-droits. Il tourne autour des biens mal acquis en France, de l'exemption de visa, de l'exemption de beaucoup de choses. Donc cette histoire d'être vecteur de l'intervention étrangère, c'est pas les forces populaires qui sont mises en cause. C'est les différentes factions du pouvoir. Au début du Hirak, on a bien vu. On a vu d'abord Ben Saleh qui est parti voir Poutine et qui lui faisait un rapport circonstancié. Les Russes, ils l'ont diffusé. Les Russes, ils ont diffusé ça. Ils ont dit aux Algériens, regardez comment vos chefs viennent nous faire des rapports. Et quelques mois après, il y a eu le Blinken qui est venu à Alger, qui a eu des entretiens avec Tebboune. Et la délégation américaine a fait fuiter l'enregistrement audio de cette rencontre. Toujours pour dire, ben voilà comment vos chefs ils nous parlent. Quand on les rencontre, voilà comment ils nous parlent. Quand ils vous font des discours, ils vous racontent des balivernes, ils vous disent ouais, la grande force, etc. Mais quand on est avec eux dans les salons feutrés, c'est un autre discours. C'est oui, vous savez, nous, Israël, c'est pas vraiment un problème, c'est juste la question des deux États, on n'a pas grand-chose à rapprocher, mais c'est juste la question, c'est ce qu'avait dit en substance Tebboune. Et Wesbou Ben Saleh, qui a eu par la force des choses à se déplacer à Moscou, il disait, mais Monsieur Poutine, vous inquiétez pas, nous, la rue, on va la mater, la rue, on va la contrôler. Donc, qui est-ce qui est vecteur d'intervention étrangère? Qui est-ce qui facilite la présence turque, non seulement en Afrique du Nord, parce que ça a commencé en Libye. Ça a commencé en Libye. De la Libye, c'est passé au Sahel, et du Sahel, c'est passé en Algérie. Aujourd'hui, peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure sur les questions économiques, mais aujourd'hui, on voit bien que les hommes forts de ce régime, c'est des hommes qui sont soutenus par les Turcs. Donc, c'est pas nous qui allons être vecteurs d'intervention étrangère ou d'intérêt étranger. C'est les gens qui sont au pouvoir. Et ce qui est le plus grave, c'est que l'inféodation, elle n'est pas faite en bloc. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le pouvoir algérien, il trouve que ses intérêts, ils vont avec les Turcs, ou que ses intérêts vont avec les Russes, ou que ses intérêts vont avec les Américains. Mais c'est le système de pouvoir lui-même qui est dans cette position.
Parce que ils considèrent qu'ils ont intérêt, un intérêt de quelconque nature, qu'il soit stratégique ou qu'il ne le soit pas, etc., à être en accord ou en concordance avec une puissance étrangère. Non. Le problème, c'est qu'en Algérie, les différentes factions du pouvoir, chaque faction a ses allégeances. Il y a des factions du pouvoir algérien qui ont encore des allégeances à la France. Il y a d'autres factions qui ont des allégeances au néo-ottoman d'Erdogan. D'autres factions ont des allégeances vis-à-vis des Américains, d'autres vis-à-vis des Russes, etc. Et ça, c'est très dangereux pour le pays. Parce que c'est le pire des scénarios. Avant, on parlait de lutte des clans, entre guillemets, par rapport à la politique intérieure. On parlait de lutte des clans par rapport à la politique domestique algérienne. Mais aujourd'hui, il est possible de parler de lutte des clans par rapport à la politique étrangère. Et c'est pour ça que la position de l'Algérie est intenable. Il y a des gens qui ont permis à la France de consolider sa position au Sahel, qui ont aidé la France à consolider sa position au Sahel, ce qui a fait l'entente avec l'Élysée. Il y a eu d'autres forces au sein du pouvoir algérien qui ont tout fait pour déstabiliser cette présence française au Sahel et favoriser les Turcs. D'autres ont soutenu l'arrivée des Wagner qui sont devenus Africa Corps. D'autres sont dans la soumission totale aux Américains. Donc le pays est en danger avec un tel pouvoir.